Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir privilégié le conseil municipal sur une soirée à la plage par ce beau temps. Euh, le quorum étant atteint, nous allons donc pouvoir ouvrir la séance. Je vous indique les pouvoirs qui sont en ma possession, en tout état de cause. Donc j'ai le pouvoir de Patrick Dubois pour Claire Orlaville, le pouvoir de Raphaël Tracol pour Alain Buffetril, le pouvoir de François Sevin pour Fabienne Delay, le pouvoir de Éric Didier pour Madame Réjas, et Geoffroy donc m'a donné son pouvoir. Il n'y a pas d'autres pouvoirs qui sont en votre possession. Ok. Il nous appartient donc de désigner. Oui, Jacques. Moi, j'ai pas. Oui. Non, mais il n'a pas laissé de pouvoir. Donc, il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance. Je propose de désigner Aurélie, secrétaire perpétuelle ou presque. Merci Aurélie. Il nous faut donc aussi approuver le compte-rendu de la précédente séance que vous avez reçu, relu, et si ce qu'il y a sur ce compte-rendu des observations, des demandes de modification. Non, il est conforme. Eh bien, je vous remercie. Donc, nous allons pouvoir commencer l'étude de l'ordre du jour. Donc, en commençant donc préalablement à la décision de lancement d'une étude de programmiste qui doit suivre. Donc la présentation du projet scientifique et culturel du musée Radar 44, de la station Radar 44, et qui mieux que le président de l'association pour le présenter. Je vais donc lui céder la parole immédiatement et le remercier de sa présence. Merci Philippe. C'est la moindre des choses et merci à vous toutes et vous tous. Bonsoir. La présentation de ce projet est une étape importante. Je vais me permettre de poser une petite question à laquelle vous voudrez bien répondre en toute liberté et sans aucune arrière-pensée. Combien d'entre vous ont visité le musée? C'est bien. Et combien d'entre vous l'ont visité depuis moins de 3 ans, puisqu'il y a des changements assez importants? Bon, voilà. Donc ça va me permettre tout de même d'aller assez vite. Le, le, le PSC est un document qui répond à des critères assez exigeants et qui normalement se constitue de 3 parties avec un diagnostic aussi objectif et neutre que possible, suivi d'une partie qui est, on va dire, une analyse critique, et enfin une troisième partie qui est le projet en lui-même. Vous avez reçu donc ce document sous une forme 56 pages, qui est donc le corps du document lui-même. Vous avez vu dans la table des matières qu'il y a une douzaine d'annexes. Au total, il y a 350 pages d'annexes. Donc on vous les épargne. Ces annexes sont en fait les différents rapports, les études qui ont été menées au préalable. Et c'est donc la teneur de ces études qui va nous permettre d'appuyer le diagnostic et d'en déduire le projet afférent. Donc vous voyez sur cette slide le regroupement que j'ai fait en 2 parties, parce que ça serait fastidieux de passer en revue tout le diagnostic pour ensuite le juger, entre guillemets. C'est beaucoup plus simple de procéder thème par thème. Alors, l'historique, ben là, je pense que vous le connaissez toutes et tous, un musée qui a fêté ses 30 ans l'année dernière, qui n'est pas sorti de l'anonymat pendant 25 ans, d'où le choix qui a été fait par Monsieur le maire de confier la gestion à l'association des Amis du Musée depuis 2020.
Le concept, il est là très simple, hein, c'est effectivement un site authentique, ce qui fait un site relativement rare dans le paysage du tourisme de mémoire en Normandie. Beaucoup sont des musées installés dans des bâtiments qui ont été construits pour. Moins nombreux sont ceux qui exploitent des bâtiments d'époque. Le grand virage qu'on a été amené à faire depuis qu'on nous confie la gestion, c'est que si ce musée est resté dans l'anonymat pendant 25 ans, c'est qu'il a été considéré, je dirais sans doute à juste titre, par beaucoup comme étant peu attractif, parce que rien que le nom, musée du radar, qu'il avait à l'époque, faisait fuir les visiteurs. Et c'est pour ça que l'action que nous avons menée a visé à ancrer délibérément et définitivement ce musée dans le paysage du tourisme de mémoire, qui est porteur du plus grand nombre de visiteurs en Normandie. Et comme vous pouvez le voir, donc on l'a non pas rebaptisé, puisqu'il a été baptisé en 2014 Musée franco-allemand du radar, mais inscrit dans cette politique touristique comme la station Radar 44, qui l'ancre à l'évidence dans ce concept. Donc l'environnement, c'est effectivement le contexte du débarquement, derrière les plages du débarquement, avec un élément qui nous amène aujourd'hui, et cette année plus que jamais, à un bon alignement de planètes, puisque depuis de nombreuses années, la région a porté la candidature pour l'inscription des plages du débarquement au patrimoine mondial de l'UNESCO, sachant que l'UNESCO n'a pas l'habitude de labelliser les champs de bataille. L'idée portée par cette candidature était de considérer le débarquement comme le début de la reconquête de la démocratie pour toute l'Europe, y compris l'Allemagne qui va être libérée du nazisme. Et donc les valeurs portées sont celles de liberté, paix et réconciliation. Et notre musée a été le théâtre, donc à l'époque où c'était la station radar utilisée par les Allemands, de cette image qui est extrêmement symbolique, puisque vous y voyez auprès de la photographie de l'épave du radar en zone nord, deux sépultures, un soldat allemand sous la croix noire, inhumé aux côtés d'un soldat britannique sous la croix blanche. Et ces deux tombes ont été creusées par les Allemands eux-mêmes pendant les 10 jours au cours de laquelle la station était assiégée. Ils enterrent leurs copains, on le comprend, mais ils ont eu le respect de donner une sépulture décente à ce garçon, fût-il ennemi. Et c'est pour ça que les valeurs que nous portons au musée dans le contexte de la candidature UNESCO sont celles de respect, paix et fraternité entre les peuples, message ô combien indispensable aujourd'hui, plus que jamais. Les raisons des quelques années d'errement, vous les connaissez, hein, on est à 3 km à l'intérieur des terres, déjà loin du flux essentiel des touristes. Et puis, factuellement, quand on passe devant, dans la mesure où tous nos bunkers sont enterrés, beaucoup de visiteurs se disent « mais qu'est-ce qu'il y a à voir dans ce musée ?» Et c'est ce à quoi nous avons dû répondre. Donc il y a des atouts importants, uniques en France, et on peut dire encore pratiquement aujourd'hui uniques en Europe, dans la mesure où il y a 2 musées aux Pays-Bas qui sont en cours d'élaboration sur une thématique semblable. On ne le vit surtout pas comme une concurrence potentielle, mais au contraire comme l'indication que cette thématique-là, petit à petit, est apprivoisée et qu'aujourd'hui, à travers l'Europe, il y a cette prise de conscience de l'importance que le sujet radar a pu représenter pendant le cours de la guerre. Je passerai sur l'inscription à l'inventaire des monuments historiques du site et le potentiel qui est à exploiter. Il y a toujours des petits problèmes, mais les problèmes ne sont là que pour être résolus. Donc tout ce qui est inscrit, accessibilité, signalétique, la signalisation routière a déjà grandement progressé et on travaille sur ce que peut être le statut du parking et le stationnement de nuit. Donc tout récemment, là on parle de 2022-2023, le diagnostic complet du site a été rendu en 2024 et c'est ce dont je vous parlais, hein, les 250 pages que je vous épargne. Les quelques images ici montrent le sérieux, le professionnalisme et la technicité des recherches et des études qui ont été menées,
avec en gros plan sur le périmètre du musée la mise à jour de vestiges qui sont aujourd'hui enterrés, comme la route nord-sud. Alors là, je n'ai pas la manette pour la montrer, mais vous voyez en bas à gauche, le périmètre rouge, hein, c'est le musée dans l'ensemble de la station. En bas à gauche, la diagonale marron clair, c'est le début d'une route qui reliait les deux zones du musée, enfin les deux zones de la station radar à l'époque, que l'on croyait définitivement détruite. Et en fait, il vient d'être révélé qu'elle était bétonnée d'une part et toujours existante, au moins dans le périmètre du musée. Et de même, l'emplacement du radar Würzburg d'origine, on a aujourd'hui la confirmation que les vestiges sont toujours présents sur le site. Et c'est ce qui va conduire la DRAC d'ailleurs à soutenir le projet, puisqu'ils y voient quelque chose d'extrêmement intéressant à remettre en lumière. Les désordres sont modestes, vous le voyez, hein, à l'intérieur des bunkers, des fissures, de l'effritement de certaines parties de béton, des dégradations légères. Là, il s'agit de gonflement des panneaux qui ont somme toute bien vécu, puisque ce que vous voyez sur l'image a quand même 30 ans, et donc ce n'est que l'humidité qui a fait gonfler ces panneaux. Donc les préconisations qui découlent de ce diagnostic et qui sont faites là par les professionnels, hein, et c'est pas nous qui avons inventé ça, sur le plan intérieur relativement simple, observer l'évolution des choses. Vu que ça a évolué de 2 mm en 80 ans, on peut penser qu'on a quelques décennies devant nous de tranquillité. Et puis, à plus court terme tout de même, l'étanchéité du toit, la ventilation, puisque je vous l'ai dit, le problème essentiel qu'on rencontre dans ce musée, c'est la question de l'humidité. Et à l'instant où je vous parle, dès lors qu'il y a plus de 10 degrés d'écart entre la température extérieure et la température intérieure, il y a une condensation terrible qui se forme. Ce qui a amené un des architectes des Monuments de France à préconiser la remise en place d'éléments d'époque pour assurer la ventilation. L'infrastructure est toujours sur place et l'association, de notre côté, nous veillons sur les sites bien connus de vente aux particuliers, tout ce qui peut constituer donc un élément qui sera remis, et notre collection commence à s'agrandir. Sur l'extérieur, je vous l'évoquais, hein, le rétablissement, au moins dans la partie périmètre du musée, de la voie de circulation nord-sud. Le site, à l'époque, ne comportait pas de tranchées. Hein, la communication entre les différents éléments n'avait pas de tunnel, ce qui est la question que beaucoup de visiteurs nous parlent. Les éléments communiquaient entre eux par un réseau de tranchées, occasionnellement couvertes, et le directeur régional des monuments historiques souhaite, puisque on sait qu'on a la voie de circulation qui existe encore, rétablir ces éléments pour donner aux visiteurs une meilleure compréhension de ce qu'était le site dans sa globalité à l'époque, et les éléments de circulation en font partie. En termes de visitorat, moitié-moitié français, moitié étranger, ça dépend. Quand c'est des vacances scolaires en France, on a 60% de Français, 40% d'étrangers, et quand ce n'est pas les vacances, c'est l'inverse. Et on brasse tout public, un public familial extrêmement important, un public de passionnés, c'est-à-dire de gens, de connaisseurs, en tout cas beaucoup issus du monde associatif. Et puis la grande nouveauté, depuis que nous en avons la gestion, nous accueillons en moyenne, on va dire, 400 scolaires par saison, c'est-à-dire, puisque l'année scolaire est ainsi faite, c'est sur mars, avril, mai, juin, on a des scolaires qui viennent de Savoie, de régions parisiennes, dont certains ont pu être fidélisés, puisque les enseignants nous les ramènent d'année en année, ce qui prouve qu'ils y trouvent un élément pédagogique extrêmement intéressant. Et puis il y a un monde professionnel et militaire également qui nous fait confiance. Cela, c'est extrêmement intéressant. On peut les qualifier de prestigieux, ce sont des visiteurs de haut niveau, on va dire,
qui évidemment numériquement ne font pas les milliers de visiteurs auxquels on aspire sur l'année, mais en tout cas qui sont le gage de la qualité du musée et de la prestation qu'on y propose, puisqu'ils y voient un réel outil pédagogique, sachant que le Joint Advanced Warfighting School, par exemple, des États-Unis, ou le Defense Science and Technology Laboratory de Grande-Bretagne, ce sont déjà des militaires, des officiers supérieurs, et qui viennent ici pour prendre en compréhension que, je résume une phrase qui est très bien, un excellent outil c'est une chose, mais bien utilisé c'est mieux. Et c'est pour ce type de visiteurs le message qui peut être porté au niveau du musée Radar. Sachant que par rapport au grand public, il est évident qu'on n'a pas un discours sur la technologie. Je ne veux pas non plus parler de vulgarisation, mais c'est simplement amener le visiteur à comprendre l'importance qu'a eu cette technologie à l'époque dans un langage simple, imagé, mais surtout vivant et humain, puisque cette compétition technologique a été avant tout une aventure humaine, et c'est un domaine où les visiteurs sont extrêmement sensibles au message que l'on porte. Sur ce diagramme, vous voyez en bleu, sur les 5 dernières années, de 2000 à 2024 inclus, la progression du nombre de visiteurs. Les 25 années précédentes, ça stagnait entre 3 et 5 000, avec les 2 pics que vous pouvez voir en 2014 et 2019, les traditionnelles années des grands anniversaires. Depuis 2020, on a une progression absolument régulière de 20% par an. Je mets en lumière également, en orangé, le bout qui dépasse, on va dire, c'est l'effet 80e anniversaire. On ne va pas se leurrer, je ne vous ferai pas croire qu'on fait 18 700 visiteurs aujourd'hui, mais en tout cas les 15 000 sont acquis. Et sur la base des plus 20%, c'est notre objectif 2025 d'atteindre ces 17 500, 18 000 visiteurs cette année. Nous sommes sur la bonne voie, puisque à l'instant où je vous parle, on a, à l'exception de la semaine du 6 juin 2024, une courbe qui est 2024 plus 20%. Donc on est sur la bonne voie. Depuis 3 ans, donc, il y a des améliorations au niveau de la scénographie. Donc on a reconstitué la salle de contrôle en y mettant des mannequins. Ce sont des scénettes vivantes qui font que, comme je vous le disais, le visiteur repart en comprenant ce qui se passait, à quoi servait ce genre d'installation. Beaucoup nous disent, et ça je ne l'écris pas, mais je peux le dire puisqu'on est entre nous à la diffusion près sur les réseaux, beaucoup de visiteurs nous disent, quand on a vu 3-4 musées sur la côte, on a quand même un peu l'impression de voir toujours la même chose, même si chacun a évidemment son identité et insiste sur des questions locales, mais l'histoire est la même. Ils arrivent à 6h30 le matin, ils débarquent, et puis à midi, la côte est franchie, sauf à Homa, où c'est à 4h de l'après-midi. Le musée franco-allemand du radar, c'est l'endroit où on raconte autre chose, et les visiteurs repartent en disant « mais ça, on ne nous l'avait jamais dit, jamais on n'aurait imaginé ça ». Et c'est un des motifs qui fait que, bien sûr, les visiteurs, on a un taux de satisfaction qui est de l'ordre de 95 à 99%. Donc voilà, 2-3 petites images juste pour se faire plaisir dans ce que nous avons reconstitué. Sur ces 4 années, on a aussi tissé des partenariats importants. Si je cite l'INSPE, c'est parce qu'ils ont choisi le musée comme terrain d'application d'un master de médiation culturelle à destination des publics scolaires, et on a élaboré nos dossiers pédagogiques avec le RAID. Et dans les fédérations et groupements, j'en mets 3 niveaux, la fabrique de patrimoine, LRE, MMCC et Normandie Site, parce que ces 3-là sont chacun dans un domaine particulier. La fabrique de patrimoine, c'est le patrimoine, MMCC, c'est le mémoriel, et Normandie Site, c'est le tourisme. Et nous sommes présents au sein de ces différentes structures
qui sont extrêmement, et qui nous accordent surtout, nous apportent une lisibilité à l'échelle de la région Normandie qui est précieuse, et même au-delà, puisque MMCC, c'est Mémoriaux et Musées des conflits contemporains, c'est sous l'égide du ministère de la Défense, et donc là, on a une lisibilité à l'échelle nationale qui est extrêmement intéressante. Et EFFORTS, c'est European Federation of Fortified Sites, donc un regroupement de 80 sites, y compris par exemple les forteresses Vauban, mais c'est toute période et dans tous les pays. Il y a des partenaires en Hongrie, en Tchéquie, en Italie, un réseau également qui nous donne une lisibilité extrêmement intéressante. Et dans les partenariats qui sont en cours, alors ces partenariats-là, on va rien vous cacher, hein, ce sont des recherches de mécénat industriel. Crédit Agricole de Normandie, le SDEC, c'est donc le syndicat départemental de l'énergie du Calvados. Hensoldt, c'est une société d'électronique allemande, petite société, peu connue, qui nous disent, bon, jamais on aura la taille d'un Thales, qui est quand même numéro 1 européen. Par contre, au gré des fusions et des rachats d'entreprises, Hensoldt se trouve être l'héritier de la compagnie allemande Telefunken, qui a été conceptrice du radar Würzburg en 1942. Et en 1942, c'est pas moi qui le dis, les techniciens anglais et américains à l'époque ont dit le Würzburg, c'était le meilleur radar du monde à cette époque-là. Et Hensoldt inscrit le Würzburg dans son image de communication d'entreprise en disant on n'est peut-être pas les plus gros, mais on est ceux qui faisaient le meilleur radar du monde il y a 80 ans. Donc on espère de cela un engagement au sein du projet qu'on a développé à la hauteur de nos espérances. Et l'ambassade d'Allemagne, de la même manière, à travers pour l'instant des contacts établis au niveau du service des affaires culturelles de l'ambassade d'Allemagne à Paris. Alors ces 4 partenaires, leur réponse jusqu'alors a été c'est bien ce que vous faites, mais on ne peut pas s'engager sur un simple projet porté par une association. Revenez nous voir quand vous aurez du concret, et d'où l'importance évidemment de ce PSC aujourd'hui, de la phase de négociation dans laquelle on va entrer. Nous sommes dans le concret pour un objectif de réalisation l'année prochaine, si tout va bien, on va dire. En tout cas, le début en 2026 de concrétiser tous ces projets. Donc, quel projet? Évidemment, il fallait démontrer que le musée, le site était digne d'intérêt et économiquement viable. Alors, on l'a démontré d'une façon très simple, c'est qu'en 4 ans, sur les seules recettes de billetterie, nous avons créé 2 emplois en CDI à plein temps, et donc dont les salaires sont entièrement couverts par l'association sur la billetterie, ce qui montre, s'il en était nécessaire, qu'effectivement, ça peut être viable. Un projet, il faut qu'il soit simple, synthétique, donc 3 axes. La station radar, son rôle, importance durant la Seconde Guerre mondiale. Le second axe que j'ai évoqué au début de mon propos, l'aventure humaine, parce que c'est de l'humain, et on a des témoignages aujourd'hui, autant de la part d'anciens soldats allemands, enfin on a des écrits de l'époque, mais aujourd'hui les familles viennent et nous apportent des photographies, des souvenirs, autant du côté allié que du côté allemand. Et un des sujets qui est extrêmement important également, les civils bien sûr, et là les témoignages d'Ouvray abondent, mais un thème qui est extrêmement porteur et aussi d'actualité, c'est les personnels féminins. Et on s'inscrit là non seulement dans un projet local intéressant, mais dans une politique nationale et régionale, puisque notre président de région porte le fait qu'il faut réconcilier les Français avec la science, il faut réconcilier nos élèves avec les mathématiques, et il faut inciter les jeunes filles à embrasser les filières scientifiques au cours de la formation. Et donc, quand on parle du personnel féminin, autant du côté allié que du côté allemand à cette époque-là, c'est exactement dans cette perspective que nous plaçons. Et puis le troisième axe, la paix. Quel meilleur exemple de réconciliation que le musée franco-allemand du radar. Et nous sommes, je crois, à peu près les seuls sur toute la Normandie à avoir ce positionnement clairement
d'unification, de fraternité et de réconciliation. Pour parler de tout ça, il faut des surfaces d'exposition, donc je vous passe très rapidement, environ 250 mètres carrés qu'il est impossible de trouver aujourd'hui au musée. Les bunkers ne sont pas extensibles. Chaque mètre carré de surface est exploité en exposition. On a besoin, pour un musée digne de ce nom également, de pouvoir accueillir des groupes. Aujourd'hui, s'il pleut, on a 60 élèves ou 60 militaires sous la pluie. Il faut pouvoir les accueillir dans une salle qui sera bien sûr une salle très largement polyvalente, d'accueil, mais salle de conférence, salle de cours, salle de réunion, tout ça dans la même. Une médiathèque, un cinéma, parce qu'aujourd'hui les films qui sont passés au musée interfèrent avec la visite et avec le passage d'un groupe et d'un guide. Donc pour donner une image de professionnalisme au musée, ce sont des améliorations qu'il est absolument indispensable de mener. Et puis bien sûr, un espace qui sera entièrement dédié aux relations franco-allemandes. Et comme tout musée, on a aussi des collections que nous n'avons pas la possibilité d'exposer aujourd'hui. Il nous faut des réserves et donc les surfaces à venir devront prendre en compte la nécessité de ces surfaces de réserve. Alors, vue d'artiste, c'est simplement pour que le projet se concrétise, en respectant bien sûr les normes de qualité environnementale qui sont exigées. Mais voilà le style de bâtiment qui pourrait s'intégrer dans le paysage et trouver sa place en tout cas dans le périmètre ou à proximité immédiate jouxtant le périmètre du musée. Je dis jouxtant puisqu'il y a ce côté d'authenticité que l'on souhaite préserver autant que possible. Donc la vue d'artiste ou rêve de délire éveillé, la restauration du radar Würzburg néanmoins pose une problématique simple, c'est qu'aujourd'hui dans les éléments qui sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques, donc il y a de l'immobilier, pas de problème, mais le mobilier en fait partie. Et le Code du patrimoine exige que tous ces objets mobiliers soient protégés. Et qui dit protection dit probablement, dans la grande majorité des cas, qu'ils soient à l'intérieur d'un bâtiment. Ce qui veut dire prévoir l'éventualité d'un bâtiment qui devrait abriter le radar Würzburg. On a dans la Manche des solutions de secours. Il pourrait y avoir une solution plus modeste qui ne préserverait que la parabole du radar, puisque cette parabole, vous le savez, c'est la moitié du radiotélescope d'Yves Rocard de 1955-58. Donc elle a cette valeur historique au regard des monuments historiques français et qui, à ce moment-là, mènerait à construire une réplique de la parabole qui serait accrochée à la base du radar authentique, réplique de parabole qui serait construite par un lycée technique, donc un partenariat également qui est extrêmement porteur vis-à-vis des objectifs de l'éducation nationale, de valoriser les filières d'enseignement technologique. Et puis très pragmatique, mais là on est dans l'actualité, pour assurer la desserte du musée et s'inscrire dans la politique de la région également, qui est le tarif bas carbone auquel notre musée a été parmi les pionniers à s'associer. On offre le tarif réduit à tous ceux qui viennent en vélo ou en moyen de transport en commun. Si on veut qu'il y en ait qui viennent en transport en commun, l'idéal, ça serait quand même qu'il y ait un arrêt de bus. Donc on négocie un arrêt saisonnier sur la ligne 101 qui va donc du rond-point du Nouveau Monde à Coursol, sachant que la négociation finale, en tout cas la concrétisation, ne peut être portée que par la mairie. Là encore, ce n'est pas l'association qui peut le faire. Et puis, en réalisation à l'automne prochain, donc l'installation de bornes pour la recharge de véhicules électriques. À l'évidence, vous voyez le petit bâtiment que vous connaissez, l'accueil aujourd'hui, 20 mètres carrés au total, 12 mètres carrés de circulation. On ne passe pas 20 000 visiteurs dans 12 mètres carrés. Donc il va falloir
bien évidemment agrandir ce bâtiment. Le petit d'origine sera préservé, c'est aussi une petite coquetterie, mais il paraît assez sympathique de préserver ce bâtiment qui deviendra le bureau du directeur. Ce ne sera pas moi. Et par contre, ça permettra d'avoir une surface de boutique décente. Là, c'est le projet optimal en termes d'occupation de surface. Imaginez-le carré, c'est-à-dire en partant du côté inférieur droite et inférieur gauche jusqu'au bureau. Le carré, là, ça donne 200 mètres carrés, ce qui est déjà tout à fait honorable. Et si on va aussi loin que la déclivité du terrain le permet, on arriverait à 370 mètres carrés, qui permet d'y mettre une boutique, mais également des sanitaires qui sont également une prestation indispensable pour les visiteurs. Donc voilà ce que j'avais à vous présenter. Nous avons, en ces 4 années, me semble-t-il, construit un outil efficace avec le soutien de la DRAC de la région, du département, de l'Intercom et de vous, de ville de Douvres et de l'ambassade d'Allemagne. Il ne nous reste plus qu'à lui donner une forme définitive qu'il ne nous appartient pas de décider. Les pistes que l'on peut semer sont celles d'un musée. Donc un musée, dans le code de l'ICOMOS, est un établissement sans but lucratif, ce qui n'interdit pas de faire des bénéfices, mais sans but lucratif et qui aura la forme juridique que les partenaires décideront d'un GIP, d'un EPIC, d'une société d'économie mixte. Et voilà, j'ai fini. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des questions? Mets ton... Est-ce qu'il y a eu un chiffrage du projet? Enfin, une approche budgétaire en tous les cas? Là, ce sont les bases du projet scientifique et culturel. Derrière doit venir une étude de programmiste qui doit réfléchir à reprendre d'ailleurs ce qu'a présenté Philippe. Ce sont les contours, les esquisses sur lesquels l'association a commencé à travailler. Mais la mission de programmiste va devoir revenir dessus de toute façon pour pouvoir confirmer tout ça, à l'aune notamment des éléments budgétaires, à la fois en matière d'investissement et en matière de fonctionnement, puisque donc il est évident que si le musée n'a pas vocation effectivement à redistribuer, en tous les cas, ça c'est bien évident, il a vocation quand même à avoir la capacité à dégager des moyens propres qui lui permettent de continuer à nourrir les collections, etc. Donc c'est forcément un projet qui doit autofinancer un certain nombre de choses, même si effectivement aujourd'hui et probablement demain, la commune ou le propriétaire devront prendre des frais à leur charge en matière d'entretien, de maintenance, etc. Ce qui est le cas déjà aujourd'hui. Donc en fait, là on va, sur la base, ce PSC va servir dans la consultation d'une mission de programmiste qui va aussi définir les stratégies de communication commerciale et financière, donc qui vont permettre la réalisation, peut-être de façon d'ailleurs progressive, hein, des intentions que Philippe a décrit tout à l'heure. Another question? No? Parce que Philippe a un super accent anglais, donc je suis obligé de me mettre au niveau. Essayez en tous les cas. Il n'y a pas de questions du coup? En regardant ce qui se fait à côté, on peut avoir une idée tout de même. Oui. Sans rien trahir, puisque à ce stade, peu de choses sont décidées, mais si on regarde dans les réalisations de la région en un chiffre, un des plus gros, par exemple, la rénovation d'Aromanche, c'est 14 millions d'euros. Nous, quand on élabore un projet qui est beaucoup plus modeste que cela, en se fixant par exemple sur Muséocène à Côte-Bec-en-Caux, le bâtiment c'est 3,5 millions. Ça, c'est dans les journaux. Et moi, ça me suffit pour mon inspiration sur l'ensemble. Ça veut dire que lorsque dans effectivement le fonctionnement
quand je dis on a créé un outil, le fonctionnement, ce musée doit être quasiment autonome dans son fonctionnement, à part l'aide qui est déjà précieuse. Aujourd'hui, les services techniques municipaux qui assurent l'entretien courant par rapport à l'électricité et ces choses-là, la sous-traitance par air pour les espaces verts, donc ça c'est un apport extrêmement intéressant. Mais donc dans l'essentiel qui est la gestion du personnel et l'accroissement des collections, notre ambition est que ce musée soit absolument autonome sur le point. Reste donc l'investissement. On ne va pas se cacher, il y a des devis qui ont été faits qui estimaient la rénovation du radar Würzburg à 100 000 euros. Si on les actualise aujourd'hui, entre 120 et 150 000 euros, ça semble tout à fait réaliste. Après les bâtiments, moi je me dis, on est sur un projet entre 3 et 5 millions d'euros. Ça semble cohérent. Maintenant, les programmistes affineront le sujet. Et surtout, quand j'ai insisté sur les partenariats, pour l'instant, la DRAC et la région, à chacune des différentes réunions qui se sont tenues, ont manifesté leur intention de soutenir le projet, chacun à hauteur de 40% de l'investissement. Maintenant, si l'investissement est trop important et que ça soit 40%, 20-20 par DRAC et région, les 40 autres pourcents, on ira les chercher dans les fonds FEDER. Il y a également des fonds européens et un projet de cette nature-là est tout à fait de nature à les récupérer. Il reste 20%. 20% de 3,5 millions, ça fait 700 000 euros et c'est mon bâton de pèlerin. Le démarchage du mécénat industriel auprès du Crédit Agricole de Normandie, du SDEC, de la société Ensold, ça fait partie, si on peut arriver à ramener quelques centaines de milliers d'euros d'engagement, ça peut suffire à amorcer la pompe, puisque dans ces chiffres, je ne cite pas, parce que jusqu'alors ils n'ont pas été conviés autour de table, mais le département, dont la directrice du service patrimoine, quand elle a visité le musée, elle m'a dit « Mon plafond d'intervention est à 400 000 euros ». C'est un plafond, mais ça veut dire qu'il peut y avoir des moyens, quand bien même personne ne se leurre. On sait ce que sont les difficultés budgétaires pour tout le monde. On n'est pas bisounours, mais je pense répondre à la question sur l'ordre de grandeur de l'engagement. La question qu'il faudra trancher aussi dans la mission de programmiste, et peut-être la plus importante, c'est quel portage, qui doit porter ce musée, et quel est le niveau d'acceptation du porteur du projet en termes d'autofinancement final. Parce que c'est vrai que j'ai coutume de dire à nos financeurs qui nous encouragent toujours lorsqu'on leur présente des projets que les mots d'amour c'est bien, mais les preuves d'amour c'est mieux. Et des fois il y a des écarts entre les deux quand même. Donc la mission de programmiste de toute façon doit permettre d'avancer de façon sérieuse, sachant que globalement le timing est assez bon dans la mesure où les contrats de territoire, région, département sont bouclés là de toute façon, donc il faut attendre que ces contrats-là soient échus et que donc la visibilité elle est plutôt sur 2027-2028 pour que effectivement de nouveaux contrats de territoire, si tant est qu'il y en ait à cette échéance-là, mais enfin normalement c'est prévu, donc puissent venir se réinvestir puisque dans la plupart des cas, ce sera un contrat de territoire ou les contrats de territoire qui pourront venir apporter les fonds de la région ou du département. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, ce que je vous proposais, c'est une délibération. Je vous propose juste d'y ajouter une mention pour le lancement de la mission de programmiste, qui est une mention indispensable et qui consiste à préciser les demandes de subventions que nous serons en capacité de demander, y compris pour la mission de programmiste, donc qui est une mission qui va se situer, alors on n'est pas sur les chiffres évoqués par Philippe tout à l'heure, mais c'est entre 30 et 50 000 euros, c'est quand même déjà une belle somme, et donc il nous faut aller chercher des cofinancements pour pouvoir permettre sa réalisation. Ça va être un des moyens aussi de vérifier si la preuve est derrière les mots. Voilà.
Donc, je vous propose d'approuver le projet scientifique et culturel donc, présenté par Philippe à l'instant, d'autoriser le lancement du marché de prestations intellectuelles via une mission de programmiste, hein, donc doublée d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec sans doute des critères optionnels, notamment sur la portée et l'importance de la mission, qui peut aller jusqu'à accompagner la collectivité jusqu'à la sélection des maîtres d'œuvre, par exemple. Et également, donc, je vous propose d'ajouter donc que nous sollicitons des subventions de la DRAC, du département et de la région, donc pour mener à bien cette mission de programmiste. Est-ce qu'il y a des votes contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ben voilà, projet qui fait l'unanimité, mon cher Philippe. En te remerciant. Donc, nous allons pouvoir passer au point 2 de l'ordre du jour, donc le rapport d'activité de Cordenac. Donc, vous avez reçu le document. Oui, je veux bien l'avoir sous les yeux. Juste pour... Merci. On a souhaité faire un rapport d'activité qui soit relativement succinct, même s'il décrit une activité intense. Et donc, voilà, on peut aller sur chacun des sujets rapidement. Donc, il n'y a pas de numérotation de page. Si, ça commence à la page 7, parce qu'avant, on est sur la présentation de l'intercommunalité elle-même. Donc, avec évidemment une stratégie sur la gestion des déchets qui est très forte, qui nous permet notamment, ça n'a pas été le cas de beaucoup de collectivités, je pense, d'avoir pu baisser le taux d'imposition donc sur la collecte des déchets ménagers, puisque nous l'avons baissé à 7,5%, là où à certains moments elle était, certains endroits en fonction des services rendus, et pouvait monter à 11,5%. Alors évidemment, il y a eu la partie incitative qui est venue compléter tout ça. Mais néanmoins, donc toutes les stratégies que nous avons menées donc, conduisent à des résultats quand même tout à fait intéressants, puisque nous avons constaté moins 14% de déchets non valorisables, donc tout ce qui allait donc dans la benne déchets qui se trouve enfoui dans la plupart des cas, moins 17% de gravats, moins 14% de bois, et par contre des déchets qui sont valorisables, plus 30% de déchets d'ameublement et plus 24% de déchets d'équipement. Bon, nous avons aussi fait, pour ceux qui sont allés récemment, vous avez dû voir un grand changement à la déchetterie de Luc-sur-Mer, mais nous avons eu un programme de travaux important sur toutes nos déchetteries, Luc-sur-Mer, alors un peu moins sur Saint-Aubin-sur-Mer puisque l'espace est beaucoup plus contraint, mais aussi donc sur Courseulles-sur-Mer qui reçoit les déchets des entreprises. C'est la seule déchetterie en situation de le faire. Après, ce que je vous propose, c'est peut-être s'il y a des questions sur les sujets, c'est peut-être de les poser au moment du sujet, avant que je passe au suivant, plutôt que de revenir après une présentation globale. Non, vous avez testé la déchetterie, la nouvelle déchetterie? Non, pas encore? Il y a eu un petit changement. Bon, j'espère en bien. J'espère en bien. En tous les cas, une des raisons pour lesquelles on a des résultats aussi en hausse, c'est que nous avons intégré la gestion du personnel d'accueil des déchetteries, puisque maintenant tous ces personnels sont personnels de Cœur de Nacre, et donc qu'ils ont mission de pouvoir conseiller, accompagner les usagers pour que, au maximum du possible, on puisse réutiliser, réemployer donc des déchets qui n'auraient pas été autrement. Donc deuxième compétence importante, la gestion des risques aquatiques et la prévention des inondations. Alors ça peut dire quelque chose à tout le monde maintenant, puisque beaucoup de régions, beaucoup de villes, et nous en premier lieu, avons été touchés par des phénomènes d'inondation. Donc bien évidemment, il y a une attention à porter au réseau, la compétence des réseaux pluviaux étant compétence communale,
L'intercommunalité, elle, a vocation à traiter toutes les préventions des inondations de façon, de façon amont, et notamment en travaillant sur les bassins versants et évitant évidemment que des coulées d'eau, et souvent accompagnées de boue, viennent augmenter le risque d'inondation pour les particuliers. Il y a aussi donc évidemment une attention particulière à l'entretien des digues et des épis. Et il y a des travaux importants qui sont menés par l'intercommunalité depuis la prise de compétence, étant entendu que, hormis une commune, la plupart des communes ne faisaient que peu de choses sur ce champ-là, et que donc la prise de compétence intercommunale a amené également donc un choix budgétaire important pour l'intercom, sachant que donc une taxe GEMAPI permet d'y participer. Mais la taxe GEMAPI, c'est 12,50 € à peu près voilà, par foyer fiscal. Hein. C'est pas par habitant en réalité, c'est par foyer fiscal. Le montant plafond de l'État étant fixé à 40 €. Et il est bien évident que nous avons des aides du département et de l'autofinancement sur l'intercommunalité, sur le budget de l'intercommunalité, pour pouvoir mener à bien tous ces projets. Pour vous donner une petite idée, la lutte contre les inondations Cresseron-Plumetot, c'était chiffré à plus de 600 000 €. La consultation a été un petit peu plus favorable, puisque donc le coût en sortie de consultation se situe à un peu plus de 400 000 €. Est-ce qu'il y a des questions sur... Alors, étant entendu aussi que nous aurons à délibérer sur la compétence eau-assainissement, que le pluvial, pour l'instant, n'est pas une compétence intercommunale, mais qu'il est probable que cette compétence soit à réfléchir, et sur la base d'une étude que l'intercommunalité pourrait assez rapidement, utilement relancer, donc sur l'étude, l'analyse des réseaux pluviaux de différentes communes, en complément de celle qui a été réalisée par le syndicat d'assainissement pour le compte des 8 communes membres du syndicat d'assainissement donc de la Côte de Nacre. Et que donc, du coup, on ait un vrai service cycle de l'eau qui prenne en compte toutes les dimensions liées à la problématique de l'eau, dont, encore une fois, nous avons vu une traduction concrète il y a peu, et sur laquelle donc nous allons travailler pour faire le point sur ce qui peut être amélioré sur les réseaux et également donc sur l'espace public, mais aussi sur l'espace privé, pour faire en sorte que les effets de ces incidents climatiques qui sont de plus en plus violents et malheureusement aussi souvent de plus en plus nombreux soient minimisés au maximum, sachant que, évidemment, quand on est sur des phénomènes extrêmes, il n'y a qu'à voir quelques images que nous avons vues récemment sur d'autres régions de France. Il n'y a pas grand-chose, si ce n'est prendre le maximum de précautions pour limiter les effets et les risques engendrés, et notamment essayer au maximum du possible de faire en sorte que la situation et les dégâts ne soient que matériels et pas humains, évidemment. Bon, sur les projets marquants, nous avons eu la liquidation judiciaire de l'entreprise Batimétal, on l'a tous vécu, qui aujourd'hui, donc en termes d'emploi en tous les cas, concerne à peu près 28 personnes originaires du secteur, sur lesquelles nous allons axer nos efforts pour pouvoir leur permettre le plus possible, évidemment, et le plus rapidement possible aussi, de retrouver une insertion professionnelle. Et puis donc le déploiement, le développement du parc d'activités de Cœur de Nac, qui lui vient prendre le relais, qui vient donc créer de nouveaux emplois, alors qui ne seront pas les mêmes évidemment, ce ne sera pas sur la même thématique, mais nous avons déjà 2 projets industriels en cours qui peuvent être créateurs pratiquement de l'équivalent des emplois que malheureusement nous avons perdus sur Batimétal. Bon, sur Petite Ville de demain, donc c'était un projet que l'intercommunalité mène pour le compte des 3 communes PVD, donc Luc-sur-Mer, Courcelles-sur-Mer et Douvres. Et donc il y a un certain nombre d'études qui ont été menées sur l'habitat, donc qui va peut-être d'ailleurs se traduire par une prise de compétence habitat pour l'intercommunalité qui ne l'a pas aujourd'hui, qui se traduira aussi donc par une collecte et donc des choix à partager entre l'intercommunalité et les communes. Il y a eu un schéma directeur des mobilités sur Luc-sur-Mer, une étude sur le devenir du foyer
à Douvres, et puis donc pour deux projets donc un petit peu emblématiques aussi bien pour Luc que pour Douvres. Donc la création d'un office du tourisme accompagné d'une rénovation importante du musée de la Baleine, donc de Luc-sur-Mer. Et puis donc pour notre commune, avec les photos que vous avez déjà vues, donc la rénovation, l'aménagement du centre-ville de Douvres, donc pour lui donner une nouvelle attractivité. Donc c'est l'objet des projets de Petite Ville de demain. Est-ce qu'il y a des questions sur ces sujets? Je passe. Vous pourrez revenir sur une question après, il n'y a pas de souci. Sur l'urbanisme droit des sols, donc il y a un sujet très important qui est en cours et que nous allons réarrêter d'ailleurs jeudi prochain, après-demain, voilà. Donc c'est le PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, donc qui effectivement prend en compte toutes les dimensions que doit prendre en compte le PLUI, donc l'articulation entre les différentes communes, leur apport au fonctionnement de notre territoire. Nous avons la chance d'avoir une intercommunalité qui est un vrai bassin de vie et qui nous permet de réfléchir à cette échelle-là de façon constructive et positive pour nos habitants. Ce n'est pas le cas partout. Donc qui va répartir aussi, évidemment, puisqu'on parle d'urbanisme, les possibilités et les droits à construire au regard également d'obligations qui nous sont faites, notamment par le SCOT de Caen-Normandie Métropole, dans la répartition des enjeux et des responsabilités des communes centres, dont nous faisons partie avec Courseulles-sur-Mer, et des autres communes littorales ou rétro-littorales. Donc nous avons réussi à trouver un équilibre entre toutes les communes pour faire en sorte que chaque commune ait la capacité de maintenir un minimum de dynamisme et qu'en même temps donc, on puisse rester sur un territoire vivable. Le projet du PLUI, c'est d'aboutir à peu près 1500 habitants supplémentaires à l'échelle de notre territoire à l'horizon 2040. Donc, nous sommes 25 000 aujourd'hui, je pense que nous avons la capacité d'accueillir convenablement 1500 habitants supplémentaires, comme nous l'avons fait pour ceux qui habitent déjà notre territoire. Donc, sur le PLUI, est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, sur l'environnement et la mobilité, alors c'est un sujet aussi sur lequel nous avons fait beaucoup de choses sur les mobilités, location de vélos électriques, aide à l'acquisition de vélos électriques, soutien d'une association donc, qui valorise l'usage du vélo. Aujourd'hui, on en est à l'étape des infrastructures, puisque nous avions voté, des premiers votes que nous avons fait au conseil communautaire de juillet, qui était le conseil d'installation, 2 votes importants. Le choix de l'AMO qui nous accompagnait donc dans la définition du schéma directeur des mobilités actives de Cœur de Nacre. Et le deuxième choix important, c'était la décision de lancer les travaux de l'épicerie sociale et solidaire. Donc l'aire des mobilités qui, je dirais, est le cœur du réseau des mobilités actives, donc qui cette année va encore se doter d'une partie supplémentaire sur le long de la 404, donc qui va mener jusqu'à un petit peu après Bény-sur-Mer, donc il restera une troisième partie à terminer pour aller jusqu'à Courseulles. Et donc nous pourrons peut-être, on est en train d'étudier la question, rénover et rendre beaucoup plus facile d'accès donc la voie romaine qui va de Courseulles à Langrune et qui peut aller jusqu'à Luc ensuite évidemment. Voilà ce qui serait ce serait notre boulevard périphérique des mobilités actives finalement, puisqu'il ferait le tour de tout le territoire pratiquement. Et donc normalement nous devrions pouvoir lancer tout ça cette année. Nous avons également donc une intervention dans le domaine du maraîchage, puisque nous avons, en accord avec le syndicat d'assainissement, donc mis à disposition, ou nous allons mettre à disposition, puisque nous avons encore quelques hectares à offrir, donc c'est sur 7 hectares, donc la capacité pour des maraîchers bio, donc de pouvoir s'y installer. Il y en a déjà au moins un originaire de notre commune qui va le faire.
Autre sujet, évidemment, la création de la SAS Nacre Énergie, donc dans le cadre d'un projet d'autoconsommation collective, donc de photovoltaïque, en espérant que le moratoire décidé par les députés soit suffisamment discriminant pour que, au moins sur les sujets d'autoconsommation, on ne revienne pas en arrière en ce qui concerne le choix des énergies nouvelles renouvelables. Mais aujourd'hui, on a pris l'habitude de fonctionner en stop and go, voire en go et recul ensuite, malheureusement. Je pense qu'on mène bien des politiques que quand on les mène de façon suffisamment durable, avec un peu de profondeur de vue. Sinon, on ne va pas loin de toute façon. Est-ce que sur le sujet développement durable, alors il y a d'autres projets dans les cartons, notamment là, au prochain conseil communautaire, nous allons délibérer pour offrir une prestation de mobilité aux personnes qui n'ont pas de moyens de mobilité, justement, donc par le biais d'une structure qui s'appelle Hatchoum, qui n'a pas vocation à enrhumer qui que ce soit, mais qui a vocation à conduire des personnes, notamment les personnes plus fragiles ou qui n'ont pas de moyens de mobilité, donc pour faire des courses ou d'autres choses, donc dans un cadre organisé et sécurisé. Une question sur l'aire de covoiturage, est-ce qu'il est prévu une protection solaire ou pas? Parce que les voitures en plein soleil qui vont Pour l'instant, non. En fait, on a privilégié parce qu'en fait, on avait deux choix. C'était soit effectivement du photovoltaïque, soit des plantations. Et donc, on a choisi effectivement de réaliser beaucoup de plantations, donc de façon à pouvoir faire en sorte que ce site soit vivable. Oui, on a choisi plutôt les plantations que le photovoltaïque, sans savoir ce que les députés étaient en train de décider. Mais on a le photovoltaïque sur le parc d'activité, donc c'était plus facile en plus parce que là, les ombrières, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus difficile à rentabiliser en termes d'investissement. Parce que le coût de l'investissement est important au regard de la capacité productive des ombrières. Donc, et puis donc, c'était important pour nous sur cet espace qui est l'entrée de notre territoire de vraiment le végétaliser au maximum. Sur le tourisme, bon, vous savez qu'on a créé un EPIC, donc l'OTI Cœur de Nacre. Pour rappel, notre OTI avait la particularité de s'appeler Terre de Nacre et faisait la promotion de Terre de Nacre là où nous sommes Cœur de Nacre. Bon, on a réussi, non sans quelques difficultés d'ailleurs, à faire en sorte que tout ça s'articule. Et maintenant, on a un OTI qui est vraiment en ordre de marche et qui fonctionne vraiment très bien. Et qui donc nous accompagne notamment sur un certain nombre de manifestations. On les voit souvent présents. Ils font de plus en plus du hors les murs dans la mesure où de moins en moins les personnes vont dans les locaux eux-mêmes de l'OTI. D'où d'ailleurs la réflexion qu'on a eue sur Luc-sur-Mer pour pouvoir jumeler à la présence de l'OTI un musée qui pourrait d'ailleurs être une idée pour un sujet que nous avons abordé il y a peu. Ce qui permet de mutualiser les moyens financiers, évidemment, et notamment les coûts de fonctionnement en premier lieu. Voilà, donc il y a des rénovations de locaux qui sont prévues à Saint-Aubin-sur-Mer, qui ont rencontré quelques problématiques techniques supplémentaires non prévues et qui vont devoir sans doute retarder de façon assez significative la remise en route du bureau d'information touristique de Saint-Aubin-sur-Mer. Et donc je pense que la saison va être à peu près blanche pour le fonctionnement de l'OTI sur Saint-Aubin, hormis la présence dans la halle, mais qui, évidemment, compte tenu de son positionnement, est beaucoup, beaucoup moins favorable. Donc voilà, en tous les cas, on a une équipe de l'Office du tourisme qui est très dynamique et qui, par exemple, nous a bien accompagnés dans le projet d'AMO programmiste pour la Maison des Canadiens ou la Maison du débarquement canadien, ou le nom que prendra cette maison demain, bien évidemment. Bon, sur la saison culturelle, voilà, il y a toujours un taux de remplissage important, plus de 80%, plutôt près de 90%. Donc avec une programmation assez éclectique. Alors, pour certains, ça ne correspond pas, mais je pense que c'est bien qu'on puisse offrir
à tous le moyen ou le moment de pouvoir profiter d'un spectacle culturel qui correspond à leur goût. Et comme les goûts peuvent être très différents, comme pour les couleurs. Donc du coup, c'est important de garder une programmation relativement diversifiée. Donc 25 spectacles quand même l'année dernière, 44 représentations avec beaucoup dehors les murs, hein, beaucoup d'interventions hors des locaux donc du Cube, de manière à pouvoir aller le plus proche possible près des habitants de l'ensemble du territoire. Et donc une mise en route aussi d'un partenariat, c'est à signaler avec Cinénacre aussi, de façon à faire en sorte que tous nos outils puissent être interactifs et puissent créer donc des occasions culturelles communes ou complémentaires. La même chose aura lieu avec la médiathèque, bien sûr, puisqu'elle fait partie intégrante de l'équipe culturelle. Pour ce qui concerne l'école de musique intercommunale, hein, pour ceux qui étaient là à cette époque, on peut se souvenir des quelques difficultés que nous avons eues à faire comprendre l'intérêt de passer en régie cette école de musique intercommunale qui était finalement des écoles de musique associatives. Et aujourd'hui, le nombre de personnes qui en profitent, hein, c'est un tout petit peu plus de 514 élèves. Donc 87% du territoire de C2N. En même temps, les tarifs sont très différents hors territoire C2N, donc ça explique en grande partie ce taux. Mais en tous les cas, avec voilà, des enseignants de qualité, une équipe dynamique qui participe aussi régulièrement à des animations. On a vu à l'occasion de la fête de la musique, hein, systématiquement. Ils font partie de la programmation. Ils ouvrent aussi des ateliers amateurs, ils ouvrent aussi donc des possibilités pour des habitants en dehors de ceux qui sont membres de l'école de musique de pouvoir pratiquer la musique ou le théâtre et donc de s'exprimer vis-à-vis de l'ensemble des habitants. Voilà, donc on a une équipe aussi qui est à l'œuvre, qui est très dynamique et qui donc répond, je crois, en tous les cas, aux attentes que nous avions pu formuler, même parfois au-delà. Pour la lecture publique, donc, qui est le futur de l'intercommunalité, donc on a décidé de créer, on est une des rares intercommunalités à l'avoir fait, donc un réseau de lecture publique, donc qui va associer évidemment 8 établissements existants, avec donc la particularité de s'appuyer sur une première médiathèque intercommunale, donc qui sera 2 compétences intercommunales sur Douvres, et une seconde qui devrait suivre sur Courseulles, et donc avec une équipe de salariés qui pourront s'appuyer évidemment sur les bénévoles, une partie des bénévoles actuels et des bénévoles à venir, donc pour pouvoir faire vivre ce tiers-lieu finalement, puisqu'une médiathèque est d'abord un tiers-lieu, donc qui a vocation à répondre aux besoins de nos habitants et donc à jouer un rôle complémentaire dans l'appréhension des différentes offres de services culturels pour nos habitants qui, je le sais, sont très intéressés par ces questions. Donc, nous avons vu l'équipe d'architectes tout à l'heure. Le permis de construire n'a pas fait l'objet de recours. Donc, le chantier va pouvoir commencer probablement premier trimestre 2026. Voilà. Il y aura pose de la première paille probablement à cette occasion, puisque c'est une médiathèque en mur bois paille. Le cinéma, ben voilà, là aussi, je pense qu'on a levé toutes les interrogations ou toutes les circonvolutions que certains ont bien voulu avoir à l'époque où le projet s'est lancé en accord complet avec l'association qui gérait le foyer, bien sûr, hein, puisque là où le foyer accueillait 35 000 spectateurs, là on est à presque 65 000 spectateurs, avec
au passage, hein, une équipe bénévole qui s'est élargie et qui travaille de façon vraiment, j'allais dire, professionnelle, parce que du coup, il y a un engagement important en temps et une qualité de service rendu qui est vraiment très intéressante et qui, du coup, satisfait pleinement, je pense, les spectateurs, en tous les cas ceux qui m'en parlent, se disent satisfaits, et moi-même qui y vais pas suffisamment, mais qui y vais de temps en temps, donc en fait partie. Pour un prix de billet qui reste évidemment probablement le meilleur rapport qualité-prix du département du Calvados. Et avec l'accueil associatif, je pense que ça change aussi beaucoup les choses, et c'est pour ça qu'on a toujours tenu à ce que l'association reste l'exploitant du cinéma, dans la mesure où le contact avec les usagers est forcément très différent d'un contact qu'aurait une structure privée. Aquanacre, donc 157 000 entrées, donc l'année 2024 a permis de retrouver les chiffres d'entrée. Donc le toboggan a joué un rôle positif pour notamment tout le public adolescent. Et puis donc nous avons en attente la réalisation d'un espace fitness beaucoup plus important, de 140 mètres carrés, qui va nous permettre donc de gérer les cours collectifs de façon beaucoup plus satisfaisante. Et donc nous aurons là un équipement vraiment au bon niveau pour les besoins exprimés par les usagers et les abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Après, pour la petite enfance, donc nous avons la compétence relais petite enfance. L'intercommunalité avait abandonné la compétence crèche devant l'incapacité à cette époque, ce serait sans doute différent aujourd'hui, mais à cette époque en tous les cas, de pouvoir avoir une réflexion intercommunale vraiment efficace. Et puis donc la prévention spécialisée a été concédée, entre guillemets, à Prévention 14 au conseil départemental qui a décidé de prendre cette compétence à l'échelle départementale. Les éducatrices spécialisées qui étaient salariées de l'ADAGE à l'époque donc, ont été reprises par Prévention 14 et sont toujours d'ailleurs accueillies dans les locaux alors, de la commune mis à disposition de l'intercommunalité pour la prévention spécialisée. Voilà. Bon, pour l'accueil des gens du voyage, évidemment, nous avons toujours notre aire de grand passage qui, heureusement, donc, nous évite un certain nombre d'installations inadéquates sur des espaces privés ou publics non prévus à cet effet. Même si ça nous oblige évidemment à une gestion importante. Voilà, donc bon, sur les budgets, vous avez vu les budgets, c'est un budget important, mais une grosse partie qui est reversée en fait aux communes et à la solidarité nationale, donc qui laisse un budget qui donc reste contraint et géré par l'intercommunalité de façon sérieuse, puisque le taux d'impôt foncier intercommunal se situe à 2,2%, ce qui en fait peut-être le, ou en tous les cas l'un des moins élevés de l'ensemble du département du Calvados et de la région Normandie, tout en proposant par ailleurs un certain nombre de services. Et donc voilà, c'est pour moi l'occasion de remercier évidemment tous les membres du conseil communautaire qui permettent le développement de tous ces services pour nos habitants, mais de remercier aussi tous les agents de Cœur de Nacre qui sont des agents compétents, de la même façon que nos agents communaux, et qui donc nous appuient et permettent la concrétisation de toutes ces idées donc, et de tous ces projets au bénéfice, encore une fois, de nos habitants. C'est le seul angle de réflexion que nous devons avoir. Sur l'intercom, tout y va bene? Bon, parfait. Eh bien donc, je prends acte du fait que la présentation a été faite et qu'il n'y a pas d'autres observations ou questions à poser à cet effet. Merci Philippe, en tous les cas. Et puis, très bonne saison au musée Radar. Ça nous intéresse toujours. Au revoir Philippe.
Ensuite, donc, nous avons délibéré sur un sujet qui date de quelques mois déjà. Il y avait eu vous savez qu'on essaie de faire en sorte de ne pas garder des espaces sur le domaine public qui nécessitent un entretien important et surtout une mobilisation de moyens inadéquats, en tous les cas, avec la surface à entretenir. Et là, en l'occurrence, on a ce cas et on a un propriétaire aussi, qui a une propriété évidemment en continuité de cet espace, intéressé par sa reprise dans son domaine privé. Donc, il s'agit d'un espace enherbé de 80 mètres carrés et que donc on vous propose de rendre ou de transférer donc aux deux propriétaires avec en se basant sur le tarif que nous avions déjà utilisé pour des cas similaires, notamment rue de Bourgogne, j'ai celui-ci en tête en tous les cas, et qui nous permet donc de maintenir nos agents des espaces verts qui ont beaucoup de travail donc sur les espaces essentiels de la commune. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Donc il y a deux délibérations, hein. Donc il y a une division à faire, un déclassement du domaine public vers le domaine privé, parce qu'on ne peut pas céder du domaine public évidemment. Et puis ensuite donc à acter le coût de cette session. Pas de questions? Eh bien, je vais vous proposer, alors, première délibération, de constater préalablement la désaffection du domaine public de la parcelle AE51, puisque c'est cette parcelle donc, telle que proposée par le plan de division d'une surface totale de 80 mètres carrés, d'approuver et de constater le déclassement du domaine public communal de la parcelle AE51, donc, étant entendu qu'elle entraîne l'intégration de la dite parcelle dans le domaine privé communal. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Et donc, en complément, je vous propose de décider de céder à Monsieur Mourier et Madame de Ribreux, donc, qui sont les propriétaires en question, donc une parcelle de 80 mètres carrés, donc issue d'un ancien délaissé de voirie communale situé devant leur propriété, de fixer le prix de cession à 38 € le mètre carré, soit un montant total de 3 040 €, conformément aux cessions que la commune avait opérées pour des opérations similaires, de préciser que cette vente se fera dans le respect des règles d'urbanisme applicables et sous réserve des éventuelles opérations de bornage nécessaires, de mettre à la charge des acquéreurs l'ensemble des frais afférents à la vente, notamment les frais de notaire, de géomètre et les droits d'enregistrement, et me charger de signer l'acte de vente et tout document afférent à cette cession, d'accomplir toutes les formalités nécessaires, y compris la publication, au service de la publicité foncière. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci à vous. Ensuite, donc, une autorisation de signature de convention avec la société Partelius Habitat relative à la location d'emplacements de stationnement disponible, donc qui se situe résidence des Tamaris. Donc nous avions contacté Partelius qui est très présent en tant que bailleur social sur notre territoire. Alors, préalablement pour la question du parking qui se situe à l'arrière du bâtiment Lacante et qui est souvent désespérément vide alors qu'il est à proximité immédiate du centre-ville, et qu'il donc pourrait jouer un rôle utile pour le stationnement des clients de nos commerçants du centre-ville. Ce sujet est en cours d'étude par la copropriété, étant entendu qu'il faut visiblement une unanimité des copropriétaires pour que l'ouverture puisse avoir lieu. Alors, nous avions demandé seulement une ouverture le samedi matin, puisque c'est le moment où c'est le plus crucial, voilà, pour limiter l'impact. Je ne sais pas si un seul des copropriétaires s'y oppose, du coup on n'aura pas cette faculté, cette possibilité, comme on a pu l'obtenir avec le collège Maîtrise Notre-Dame qui, je le rappelle, donc dans le cadre d'une convention qu'on a signée avec eux, donc a ouvert son parking qui était un parking privé, donc à l'usage public au bénéfice de tous. J'espère que les propriétaires présents sur la résidence d'Orlenbar, qui habitent cette résidence à proximité du centre-ville, je suppose, pour profiter de tous les bienfaits du centre-ville, puissent prendre en compte un tout petit peu l'intérêt aussi des commerçants
et donc leur devenir, puisque ça fait partie, je dirais, de la qualité de vie que quelqu'un qui habite dans le centre-ville va chercher forcément. Alors là, pour le coup, Partelios, qui n'a pas la main, ils sont pas ni majoritaires ni exclusifs sur cette résidence d'Orlenbar, nous a fait la proposition donc de mettre à disposition de la commune une dizaine de places de stationnement qui sont sans affectation sur la résidence des Tamaris, donc qui est une résidence qui est juste à côté du parking de la justice de paix, hein, dont une partie d'ailleurs du stationnement se fait en souterrain sur ce parking, et qui donc pourrait être proposé à des habitants, des résidents ou à des commerçants, donc pour pouvoir les aider à trouver une solution de stationnement sécure et donc pérenne. Et donc la société Partelios a répondu à notre demande et nous propose donc un prix de location, enfin c'est pas à nous d'ailleurs, c'est donc à la personne qui prendra le parking en question, de 30 € par mois. Donc sachant que évidemment nous refacturerons ces 30 € au même niveau aux futurs preneurs potentiels du parking, et que donc si nous avons 10 places de réservées, nous n'aurons pas à faire l'avance des places, c'est-à-dire que Partelios nous demandera de signer cette convention d'utilisation qu'au coup par coup en fonction des personnes qui seront potentiellement intéressées. Voilà, donc ce qui fait 360 € par an. Le prix normal des locations de ces parkings était fixé initialement à 50 € et Partelios a accepté de faire un effort sur le prix de manière à ce qu'on n'ait pas un écart de prix trop important avec notre propre parking souterrain sur lequel il faudra forcément qu'on délibère de nouveau pour pouvoir être dans des tarifs plus cohérents au regard des frais que ça occasionne. Voilà, donc ça fait 10 places potentielles de plus, c'est pas un miracle, mais en tous les cas, c'est mieux que rien pour les résidents du centre-ville. Il n'y a pas de questions, ça va dans le bon sens de toute façon, et puis ça ne coûte rien si ce n'est un peu d'acte administratif quand même. Donc je vous propose de fixer le prix de location d'un emplacement entre la société Partelios Habitat et la commune à 30 € par mois, précisant que le tarif, comme je disais tout à l'heure, de refacturation au sous-locataire sera identique, de m'autoriser à signer les conventions de location d'emplacement de stationnement avec la société Partelios Habitat, ainsi que tout autre acte nécessaire à la mise en œuvre de ce dossier. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Eh bien, je vous remercie pour les 10 personnes qui pourront en profiter, puisque c'est pour eux que c'est fait de toute façon. Alors ensuite, donc un sujet qui a déjà été vu dans pas mal de communes. On fait partie des dernières communes qui allons étudier cette question. Vous savez que le transfert des compétences eau assainissement était normalement obligatoire au 1er janvier 2026, que dans ce cadre, la communauté de communes avait décidé de mener une étude sur les conditions de la prise de compétences eau assainissement, que nous avons recruté un technicien cycle de l'eau pour assurer ce suivi et pour faire en sorte que cette compétence soit prise dans des conditions satisfaisantes. Et donc, l'État a décidé, et les députés et sénateurs l'ont confirmé, que cette compétence ne devait plus être obligatoire, mais choisie. Et donc, notre conseil communautaire a décidé à son unanimité de prendre cette compétence eau et assainissement collectif, donc pour l'ensemble des 13 communes de Cœur de Nacre, puisque donc Bény-sur-Mer va nous rejoindre au 1er janvier 2026 et que cette compétence sera effective au 1er janvier 2026, même si elle ne s'exercera pas forcément de la même manière. D'ailleurs, sur la question de l'eau, où il est prévu de confier cette compétence dès le 1er janvier 2026. On a eu une réunion ce matin avec Eau du Bassin Canet, la préfecture, la DDFIP, qui montre que c'est possible. En tous les cas, si tout le monde y met du sien, ce sera possible. Et donc, de manière à avoir une compétence unique pour gérer les questions de production et de distribution de l'eau
avec tous les sujets, hein, Jean-Michel est bien placé pour le savoir, qui sont maintenant sur la table et qui deviennent de plus en plus complexes et même pratiquement impossibles à gérer à des échelles trop petites. Et puis donc l'assainissement, donc il là aussi concernera les 13 communes de Cœur de Nacre avec des situations différenciées et même des moyens d'assainissement différenciés, puisque par exemple la commune de Reviers dispose donc d'un système d'assainissement par lagunage, ce qui est un système intéressant d'ailleurs, hein, qui est un système que probablement dans l'avenir il va falloir étudier de façon plus précise, étant entendu que pour ce qui concerne en tous les cas les 8 communes membres du syndicat d'assainissement, la STEP fait ça très bien aussi, et que donc les investissements ont été tels qu'il va falloir les laisser fonctionner encore un certain temps, je pense, avant que d'imaginer une solution alternative, d'autant que là pour le coup le lagunage serait d'une importance en surface occupée sans commune mesure et qui nous poserait d'autres difficultés. Donc voilà, en l'occurrence, compte tenu du fait que cette compétence, elle est transférée finalement par les communes, elle était transférée par les communes à certains syndicats, ou gérée en régie par certaines communes. Donc il faut que chaque commune donc délibère sur ce principe de transfert de la compétence eau et assainissement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, volontairement on a choisi de ne pas prendre en charge tout de suite la compétence pluviale, qui fait appel à d'autres problématiques, un diagnostic aussi qui mérite d'être approfondi par rapport à celui même qui a été fait sur les 8 communes du syndicat d'assainissement, de façon à être bien au clair sur le diagnostic. Il y a un certain nombre de communes, par exemple, qui mêlent encore les réseaux pluvial et assainissement. Donc il y a un certain nombre de choses à remettre à niveau sans aucun doute à l'avenir. Et donc avant que de prendre cette compétence, il faut qu'on puisse s'imaginer les conséquences de cette prise de compétence. Sur la compétence eau assainissement, on était assez au clair sur le fait que la prise de compétence par l'intercommunalité non seulement ne pénaliserait en rien, mais pourrait permettre même de gérer de façon plus pérenne et plus complète ces compétences à l'échelle de l'intercommunalité. Sur la question du pluvial, il y a un état des lieux à faire, à compléter celui qui a été fait sur les 8 communes et à faire un état des lieux complet pour les autres communes, parce que rien n'a été fait dans les autres communes. Et donc quand on voit les difficultés que provoquent un certain nombre de phénomènes climatiques naturels, je pense qu'il est bon d'aller dans cette direction. En tous les cas, la communauté de communes prendra en charge au moins dans un premier temps l'étude sur ces questions pour pouvoir voir de quelle manière et à quelle échéance la prise de compétences eau pluviale pourra intervenir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires sur le sujet ? Donc, bon, vous avez eu tout le détail de la procédure. Il y a un copil encore le 10 juillet prochain, je crois, qui doit refaire le point sur justement la manière de procéder pour faire en sorte que tout se passe pour le mieux et que surtout les usagers n'aient pas de sujet au moment du transfert de compétences, et que donc finalement ce soit presque pratiquement transparent pour eux, au moins dans un premier temps, et ensuite j'espère que ça ira vers une amélioration globale pour l'ensemble du territoire de Cœur de Nacre, sachant que, comme je l'ai déjà dit et je le répète, la prise de compétences n'est pas à l'encontre de qui que ce soit, c'est juste au bénéfice du meilleur service aux usagers, ce qui doit nous conduire tous dans nos fonctions. Et que donc je tiens à cette occasion à souligner le travail de qualité qu'ont réalisé les syndicats ou les régies pour certaines communes, que ce soit donc en eau et en assainissement. Mais aujourd'hui, il faut qu'on passe un cap supplémentaire, tout simplement. Il n'y a pas de questions Bon, c'est un sujet qu'on a abordé déjà à pas mal de reprises. Je vous propose donc de délibérer, considérant, alors avec longue celle-là, je suis désolé. Considérant que la communauté de communes Cœur de Nacre ne dispose pas au titre de ses compétences statutaires des compétences eau et assainissement collectif, considérant que par dérogation aux dispositions de la loi
numéro 2015-99, du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, et conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi numéro 2018-702, du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, les communes membres de la communauté de communes Cœur de Nacre se sont prononcées, et donc je répète à l'unanimité, en faveur d'un report de l'obligation se sont prononcées en faveur d'un report de l'obligation du transfert à la communauté de communes Cœur de Nacre des compétences eau et assainissement collectif au 1er janvier 2026, au plus tard, mais en fait c'est au 1er janvier 2026 de toute façon. On ne va pas déroger à la date qui était prévue initialement, et même on amènera sans doute un certain nombre d'assouplissements pour permettre aux syndicats de continuer leur activité quand même un certain temps. Ensuite, donc, considérant que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 2025, le transfert des compétences ou assainissement aux communautés de communes au plus tard à compter du 1er janvier 2026 n'est plus obligatoire, considérant que la communauté de communes Cœur de Nacre souhaite néanmoins qu'il soit procédé au transfert des compétences eau et assainissement collectif au 1er janvier 2026, considérant que le transfert des compétences eau et assainissement collectif au 1er janvier 2026 implique de modifier les statuts de la communauté de communes Cœur de Nacre, considérant que, dans ce cadre, la liste des compétences de la communauté de communes Cœur de Nacre doit être complétée par les compétences eau et assainissement collectif, considérant qu'il est opportun de modifier également les statuts de la communauté de communes Cœur de Nacre dans un sens rendant possible l'adhésion de la communauté de communes Cœur de Nacre à un syndicat mixte sans solliciter l'accord de ses communes membres. Donc, il s'agit d'eau du bassin canet, là en l'occurrence. Je vous propose donc d'approuver le transfert des compétences eau et assainissement collectif à la communauté de communes Cœur de Nacre à compter du 1er janvier 2026, d'approuver le principe de l'adhésion de la communauté de communes Cœur de Nacre à un syndicat mixte sans solliciter l'accord de ses communes membres, d'approuver le projet de statut modifié comme suit et annexé à la présente délibération. Donc article 5, compétences, donc A, compétences obligatoires, il n'y a pas, et B, compétences facultatives, donc d'ajouter eau et assainissement collectif. Et à l'article 6, donc dans les dispositions diverses, adhésion à un syndicat, l'adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte où son retrait n'est pas subordonné à l'accord des conseils municipaux de ses communes membres, et donc de m'autoriser à prendre tous les actes nécessaires à l'exécution de cette présente délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Et donc, faisons confiance donc au conseil communautaire et notamment au... Pardon, excuse-moi. Oui. J'avais simplement une question par rapport à la décarbonatation. Est-ce que ça va avoir une incidence le fait qu'on change... Alors, ça va être repris forcément. Alors, même peut-être la réflexion que Eau du Bassin Canet va devoir conduire, c'est une réflexion plus globale pour faire en sorte que... Ça bénéficie à plus de... Alors, déjà, les prix ne vont pas être modifiés en 2026. C'est-à-dire que Eau du Bassin Canet s'est engagé à ce que les prix pratiqués par les syndicats soient les mêmes. Peut-être en dehors des effets de bord de l'agence de l'eau qui a modifié ses considérations. Mais enfin, le tarif de base, en tous les cas, ne va pas être modifié. Et donc, il y a des tarifs très différents selon les syndicats ou selon les régies. Et donc, l'idée, c'est petit à petit d'aboutir à une convergence, évidemment. Mais ce que j'ai rappelé à Eau du Bassin Canet, si on dit convergence des prix, ça veut dire qu'il faut qu'on ait quand même aussi une convergence des services rendus. Donc, du coup, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Mais il est possible de voir ou d'étudier tout au moins si cette décarbonatation peut être étendue. Donc, à partir de ce qui a déjà été fait avec succès et bonheur par le syndicat donc Douvres, Cresseron, Plumetot, Luc, il semble que ce soit de plus en plus dans l'air du temps en tous les cas. Voilà. De manière, ça ne fait pas le bonheur des vendeurs d'adoucisseurs, bien sûr, mais l'intérêt, c'est qu'on offre encore une fois un service aux habitants et pas autre chose. Voilà. Donc, en tous les cas, sur l'échelle du syndicat, la décarbonatation restera. Ce qu'il faut travailler, c'est si on peut l'étendre à d'autres communes du territoire au minimum. C'est bon. Et puis alors donc du coup par rapport au syndicat, donc il est probable que notamment pour le syndicat d'assainissement, on leur demande, puisque là Eau du Bassin Canet va être en capacité lui de reprendre au 1er janvier 2026,
On ne va pas redésigner de nouveaux membres forcément au syndicat d'assainissement pour les 3 mois ou moins, donc qui iront jusqu'aux élections. Ensuite, il faudra que le conseil communautaire redésigne tous ses représentants après donc installation du conseil communautaire. Donc ça se fera au mois d'avril, mai probablement. Donc du coup, il faut qu'il y ait une continuité de service. Donc il faut que ça puisse continuer à fonctionner normalement. Sujet suivant, alors c'est une chose qu'on fait régulièrement, hein, donc l'autorisation de signature de convention de servitude, donc avec Enedis, on le fait aussi avec GRDF, avec c'est pour oui c'est ça, c'est pour le SRVE de la du musée radar, donc les bornes électriques de recharge rapide, puisque alors, ce ne sont pas des très rapides, ce sont des assez rapides, c'est intermédiaire, et ça permet normalement de recharger une voiture en une heure et demie à peu près. Le temps de visiter le musée, du coup. Sauf quand c'est Philippe qui fait visiter, parce que c'est un peu plus long. Donc, je vous propose d'approuver la constitution d'une servitude de passage de canalisation pour alimenter évidemment ce SRVE, donc avec 2 bornes, donc au profit d'Enedis, ainsi qu'une servitude d'accès au profit de la dite société sur la parcelle cadastrée section ZL 0021, 6 route de Bali, d'approuver le projet de convention de servitude à intervenir avec Enedis pour l'implantation d'une canalisation souterraine basse tension sur la parcelle, identique, de préciser que cette convention sera conclue à titre gratuit et authentifiée par acte de notarié en vue de sa publication au service de la publicité foncière, les frais du dit acte restant à la charge d'Enedis, de m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération, notamment signer la convention de servitude se rapportant aux dites installations et tout acte ou tout document se rapportant à la servitude sur la parcelle cadastrée ZL numéro 0021 6 route de Bali, et me charger de prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne exécution de cette délibération et de signer toutes les pièces s'y rapportant. Est-ce qu'il y a des votes contre? Route de Bali ou route de Béni? C'est route de Béni, tu as raison, c'est pas route de Bali. Parce qu'on a la particularité que la route de Bali mène à Béni, que la route de Béni mène à Bali. Donc voilà. Mais du coup, oui, c'est une erreur. Je l'ai lu un peu bêtement là pour le coup, parce qu'effectivement, c'est une chose que je n'ignore malheureusement, que je n'ignore pas en tous les cas. Du coup, pour la route de Béni, on est bien d'accord? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, vous pourrez, pour ceux qui ont une voiture électrique, profiter de cette borne pour la recharger. En complément, donc toujours sur le site du musée du radar, donc nous avions eu la demande d'une filiale du CNRS donc pour installer une station sismologique sur le site du musée du radar. L'État se charge donc d'implanter à différents endroits du territoire. Alors nous sommes une zone qui est à très faible risque sismique, mais l'État a la responsabilité de couvrir l'ensemble du territoire, même dans les endroits où, a priori, il peut ne rien se passer, sachant que l'avenir n'étant jamais totalement écrit, c'est bien d'observer de toute façon, c'est dans notre intérêt premier. Et donc, ils souhaitent installer leur station et en contrepartie, donc, réaliseront donc des aménagements qui permettront dans le bunker dans lequel ils installeront cette station, faire en sorte de clore l'accès à cette station, bien sûr, dans le cas où ce bunker serait ouvert au public ou à d'autres usages. D'ailleurs, j'ai fait modifier cet article où donc, il parlait essentiellement des visiteurs du musée, mais j'ai préféré laisser sur tout type d'usage. Donc il faudra qu'ils en fassent la clôturation, quel que soit l'usage qui sera fait de ce bunker. Ce ne sera pas forcément un usage de visite en fonction de ce que dira l'étude de programmiste, bien sûr. Et voilà, et en dehors de ça, donc, nous aurons la capacité d'avoir restitution, évidemment, des mesures qui seront prises par cette noble institution. Donc avec cette petite modification sur l'élargissement des usages futurs du musée, enfin du bunker dans lequel il va être installé. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous propose donc d'approuver l'implantation d'une station sismologique sur le site du musée du radar dans le bunker L486. C'est celui qui est au fond du site actuel.
et de m'autoriser à signer la convention d'implantation à titre précaire et révocable pour une durée de 10 ans renouvelable par avenant. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, donc, c'est un sujet que nous avons eu avec une location donc, de la baronnie, et donc pour émettre un titre de recette, même si la faute est démontrée. On a eu le même sujet sur les jeunes qui avaient dégradé la couverture des écuries la dernière fois. Il faut qu'on passe une délibération pour pouvoir faire en sorte d'émettre un titre de recette d'un montant de 50 €. Mais voilà, il faut en passer par là. Donc je vous propose, sans aller plus dans le détail, d'approuver l'émission d'un titre de recette d'un montant de 50 € à l'encontre de Madame Lamar Nadine au titre de la réparation de dégradation survenue à l'issue d'une location de salle communale pour laquelle nous prenons des cautions évidemment. De préciser que cette somme viendra en compensation partielle des frais engagés pour la remise en état et de me charger d'émettre le titre et d'accomplir toutes les démarches nécessaires au recouvrement de la créance. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je me permets de prendre un petit peu d'eau. Voilà. Donc le point suivant, c'est une délibération concernant la salle Le Foyer, donc, sur laquelle nous avons de plus en plus de demandes d'utilisation extérieure, et si bien entendu pour nos associations ou pour des situations de personnes qui n'auraient pas vocation à faire payer des places, mais à procéder autrement, par chapeau ou par d'autres manières. Donc ce tarif qu'on vous propose là, il est destiné à des personnes qui vont faire payer leurs entrées, qui vont donc pouvoir récupérer sur leurs entrées le tarif de la location. Donc on propose de retenir un tarif de location de 500 € et donc dans le cadre d'une discussion récente que nous avons eue au sein de l'équipe, donc de fixer une caution donc à 1 000 € là encore pour se préserver de dégradations qui pourraient avoir lieu sur cet espace. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Ça nous permet en tous les cas d'avoir une réponse à apporter qu'aujourd'hui on n'est pas capable d'apporter. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de fixer le tarif de location de la salle Le Foyer donc à 500 € la soirée et de préciser qu'une caution de 1 000 € sera systématiquement demandée. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors maintenant, on va être sur les créations de postes. Il y en a combien? 3, 4, 5, 6, 7. Alors quand on dit création de poste, ce n'est pas forcément la création du poste. C'est parfois un renouvellement, souvent, ou même un remplacement. Donc il ne s'agit pas forcément de création ex nihilo de poste. Donc pour le premier poste, donc il s'agit de créer un emploi d'ATSEM en remplacement évidemment d'une personne, donc à compter du 19 août 2025, et donc de manière à pouvoir suppléer nos enseignants donc pour nos classes maternelles. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose d'adopter les propositions donc, de création de ce poste d'ATSEM. Donc, si effectivement, comme ça risque d'être le cas, nous faisons recours à un agent contractuel, ainsi que la modification du tableau des emplois et des effectifs, de préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier, donc le contrat principalement, et donc à procéder au recrutement. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors ensuite, donc, création d'un poste permanent d'adjoint administratif dans le cadre de la stagiairisation d'un agent contractuel au service comptabilité. Donc stagiairisation, c'est 1 an avant, si le stage se passe bien. Donc fonctionnalisation et donc entrée dans la fonction publique territoriale. Donc, considérant la nécessité de créer un poste d'adjoint administratif au service finance comptabilité afin de stagiairiser un agent contractuel, je vous propose donc de créer, à compter du 1er janvier 2025, dans la filière administrative, cadre d'emploi adjoint administratif, grade adjoint administratif principal de 2e classe,
adjoint administratif principal de première classe. Donc de décider du coup d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposé, de dire évidemment que les crédits nécessaires à la rémunération aux charges de l'agent nommé dans l'emploi sera inscrit au budget chapitre 012 sous le contrôle efficient de Claire, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors ensuite, donc, là aussi, donc, il s'agit de la stagiairisation. Donc, il s'agit de notre SVP, donc, qui est là depuis un certain nombre de mois maintenant. Bon, qui du coup nous donne satisfaction, qui occupe ce poste avec le discernement, la pédagogie nécessaire pour faire en sorte que les actes qui sont des actes potentiellement délictueux soient compris par celui qui les commet et sanctionnés évidemment si la compréhension est plus longue ou plus difficile. Donc il s'agit de lui proposer donc cette stagiairisation sur un an à compter du 1er septembre 2025 et au bout donc d'un an, si tout se passe bien, mon successeur en décidera donc de l'intégrer donc dans la fonction publique territoriale. Donc je vous propose donc de créer donc ce poste d'adjoint technique, grade adjoint technique, agent technique, principal de deuxième classe, adjoint technique, principal de première classe, et de décider d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposé, de dire que les crédits nécessaires à la rémunération charge de l'agent nommé dans l'emploi sera inscrit au budget chapitre 012, toujours sous l'étroite vigilance de Claire. Donc ensuite, renouvellement d'un contrat à durée déterminée. J'ai oublié de vous faire voter. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Désolé, petite faiblesse de ma part. Pas de raison que j'en ai pas. Hein. Tout le monde en a. Donc ensuite, renouvellement d'un poste, d'un contrat à durée déterminée donc pour les besoins liés à un accroissement d'emploi d'activité. Donc au service de l'école Diane Fossé-Grand à côté du 11 août 2025 pour un an, pour un temps non complet de 31 heures sur 35. Donc je vous propose de décider ce recrutement, de dire que la rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut de recrutement du grade de recrutement premier échelon, que les crédits correspondants sont inscrits au budget, que nous modifierons ainsi le tableau des effectifs et de m'autoriser à signer tout document relatif au recrutement en question. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Et puis donc, il y en a encore 3. Bon. Donc, je vous propose de décider le recrutement des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Donc, un poste d'adjoint administratif au service population du 20 août au 31 décembre 2025, donc à temps non complet, donc 28-35e. 2 postes d'auxiliaire de puériculture, donc un poste du 1er août au 31 décembre 2025 et un poste du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. De dire que la rémunération des agents sera calculée par référence à l'indice brut du grade de recrutement premier échelon, de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget, de modifier le tableau des effectifs et de m'autoriser à signer tout document relatif à ces recrutements et donc particulièrement leur contrat. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Ensuite, donc, toujours pour un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité qui nous permet aussi de mettre en test en grandeur réelle un certain nombre de personnes. Là, il s'agit d'un poste d'adjoint technique au service des espaces verts à compter du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 août 2025. Je vous propose de décider le recrutement de cet agent contractuel, de dire que la rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut du grade de recrutement premier échelon, que les crédits correspondants sont inscrits au budget, de modifier ainsi le tableau des effectifs et de m'autoriser à signer tout document relatif au recrutement précité. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Et puis donc, au profit du musée du radar, d'avoir recours au dispositif des services civiques, donc de manière à pouvoir mettre à disposition du musée du radar
un service civique qui vient compléter les 2 postes de salariés dont parlait Philippe Renaud tout à l'heure, ainsi que les bénévoles qui s'investissent toujours de façon aussi motivée. Donc je vous propose de décider de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter du 1er juillet 2025 pour œuvrer au musée du radar de Douvres-la-Délivrance. Il n'y en a pas tellement d'autres, puisque vous disait tout à l'heure qu'il n'y en avait qu'un en Europe. Alors peut-être ailleurs dans le monde, mais en tous les cas en Europe. De m'autoriser à signer le contrat d'engagement de service civique avec le ou la volontaire et la convention de mise à disposition donc auprès du musée auprès d'éventuelles personnes morales, donc en l'occurrence c'est l'association, de dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget pour le versement d'une prestation en nature ou d'une indemnité complémentaire de 114,85 € par mois pour la prise en charge des frais d'alimentation ou de transport, sachant que ces 114,85 € peuvent évoluer en fonction de la législation. Il peut y avoir de nouvelles normes ou de nouvelles obligations, donc on se conformera évidemment à celle-ci. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Bien, je vous remercie de votre patience et de votre présence. On a juste une petite modification à vous proposer sur les dates de conseils municipaux pour le second semestre. Nous avions prévu un conseil municipal moi c'est en novembre, celui de novembre. Le 18 novembre. Non, c'est octobre le premier, voilà. Non mais là c'est seulement celui du mois de novembre qui pose question. Donc on vous propose de remplacer le conseil municipal du 18 novembre, de remplacer la prépa conseil qui était prévu le 13, donc par le conseil municipal, et donc de basculer la prépa conseil pour ce conseil le 6 novembre. Donc le 18 novembre reste une date, mais qui a été dévolue à la prépa conseil, qui devient une date de conseil. Et donc, on vous propose le 6, la prépa, oui. Le 13, mais ça c'était une date qu'on avait déjà pour la prépa du conseil. On n'a pas modifié une date que on a essayé de faire en sorte de changer le moins possible quand même les calendriers, même si c'est une contrainte extérieure qui nous y oblige. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci aux personnes qui ont eu la patience de nous suivre et de rester surtout jusqu'au bout. Et donc, je souhaite à tous et à toutes de très belles vacances, même si elles ont largement commencé avec le beau temps que nous avons sur notre territoire. Et peut-être que c'est l'endroit où il faudra passer ces vacances pour les passer dans les meilleures conditions. Donc, en tout état de cause, au plaisir de se revoir à la rentrée, même si on aura l'occasion de se croiser sans doute avant ça. Bonne soirée à tous.